Caramel. Caramel. Régulièrement, dans les médias, on peut lire et on voit l'écho d'un taux de syndicalisation très faible en France. Aux dernières nouvelles, 8,8%, taux souvent mis en résonance avec ceux d'autres pays européens. 65% au Danemark, 64% en Suède, 60% en Finlande, 50% en Belgique, 49% en Norvège, 34% en Italie, 31% au Luxembourg, 23% en Grande-Bretagne. La France pointant au 24e rang européen, juste derrière la Turquie et devant la Hongrie, championne du monde. Les raisons avancées sont multiples. Le déclin des grandes entreprises industrielles qui auraient affaibli les bastions syndicaux historiques dans les mines, dans la métallurgie ou dans le textile sont une raison souvent avancée, mais aussi le manque d'informations sur la fonction et l'utilité des représentants du personnel, sur la montée de l'individualisme ou alors sur le fait que, contrairement à d'autres pays européens, l'appartenance à un syndicat n'est pas une nécessité pour pouvoir bénéficier des avantages obtenus après une négociation. On pourrait rajouter à cette liste la peur de représailles que l'activité syndicale dans une entreprise ou le simple fait de faire grève pourrait générer. Je blague, je sais, j'exagère, on n'est plus au 19e siècle. Seriez-vous en train de me répondre dans le huis clos de votre salon ou vous êtes en train de nous écouter? Peut-être, effectivement, j'exagère, mais juste à peine. Ainsi, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, vient-elle d'infliger une amende de 400 000 € à la RATP, la Régie des transports parisiens, pour avoir fait figurer dans un fichier utilisé pour préparer les choix de promotion du personnel le décompte tout simplement des jours de grève des agents de l'entreprise comme élément dans ce fichier et comme élément participant aux propositions de promotion du personnel. 4 centres de bus de la RATP sont ainsi concernés par cette décision et cette amende qui fait suite à une plainte déposée à la CNIL par la CGT en mai 2020. Faux cul, et suite à la réprimande de la CNIL, la RATP a reconnu la faute, rajoutant que cette pratique est néanmoins contraire à sa politique générale. Vas-y, balle en touche, on ne fait pas mieux. Comme quoi, même au pays lumineux de la Startup Nation, la discrimination syndicale existe et demeure sans doute un frein à l'engagement syndical. On est toujours en France en 2021. Elle est pas belle, la vie. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé par Marc Lazaro. Ce soir, on parle de jazz bizarre, de musique étonnante et aventureuse, de musique également non formatée avec Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, et également avec Eddie Boubaker, guitariste, bassiste, joueur de synthé, qui est à 2 jours d'un concert qu'il donnera au Taquin avec son groupe Esch. Et on va parler de ces musiques, de ces groupes étonnants qui depuis des années nous remplissent d'aise, au moins dans cette émission. On évoquera également l'actualité toulousaine avec Gaël Cérez du média en ligne Média Cité, première chronique que nous retrouverons désormais tous les 15 jours. Et puis, en fin d'émission, notre bon professeur Thibaut décortiquera un film selon sa grille de lecture habituelle, grille de lecture décalée, érudite, foutraque et néanmoins essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Découvert il y a 20 ans dans le groupe de musique orientale Kafila, Lakdar Hanou, joueur de oud, poursuit depuis son entreprise d'actualisation de ses musiques traditionnelles orientales. Son dernier projet, Argile,
s'appuie sur des textes du poète syrien Ali Ahmed Saïd, dit aussi Adonis, et sur des récits mythologiques mésopotamiens pour conter des histoires de déluge, de commencement du monde, d'épopées héroïques et de figures féminines puissantes et légendaires. À noter que l'Akdar Anou et son ensemble joueront au Centre culturel Henri Desbal, c'est mercredi prochain, 10 novembre, le répertoire de ce nouvel album qui sortira donc le 10 novembre, le même jour du concert. L'Akdar Anou et son ensemble, on les écoute tout de suite. Tinoun, morceau extrait donc de son dernier album Argile, qui sort le 10 novembre prochain. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours à l'écoute de Caramel Mousse sur Radio Campus Toulouse et toujours Joe Kangourou au micro. Et ce soir, nous recevons, puisque Jean-Pierre Lérac est également à côté de moi pour cet entretien, Eddy Boubaker, que l'on connaît à Toulouse depuis une très grosse vingtaine d'années, j'allais le dire comme ça, Eddy Boubaker. Oui, c'est possible. Ouais. Et c'est Boubaker. Boubaker. Et Eddy Boubaker qui a aussi tâté plus jeune à
la musique orientale. On vient d'écouter l'Agdaranou, musique orientale que vous avez pratiquée. Je fais de la musique depuis très longtemps et j'ai fait beaucoup de styles différents, dont un passage à Toulouse par la musique orientale, avec de la musique Gnawa, avec Ali Alaoui aussi. Percussionniste qui œuvrait à Musical pendant très longtemps. J'avais fait son stage de percussion. Et du coup il avait monté un petit groupe, on avait fait un petit peu de trucs. Et d'autres choses ensuite après qui n'ont pas eu vraiment de suite. N'empêche que c'était quoi l'intérêt pour ces musiques-là? Bon, on comprendra dans l'entretien qui va suivre que de l'intérêt pour la musique, vous en avez des tonnes. Mais c'était quoi qui était intéressant pour vous dans ces musiques orientales? Autre peut-être le rappel des origines de votre père qui était marocain ou tunisien. Outre cela, c'était quoi l'intérêt pour cette musique-là pour vous? Disons que je m'intéresse un peu à toutes les musiques, quoi. Voilà, j'ai pas de barrière stylistique. Donc la musique orientale, c'est une musique intéressante parce que il y a plein de choses intéressantes qui s'y passent et il y a plein de constructions intéressantes, des rythmes, voilà, en plus c'est beaucoup une musique qui me parle parce que j'ai entendu ça quand j'étais jeune. Voilà, c'est comme dire qu'est-ce qui m'intéresse dans le rock ou dans le jazz ou dans la musique improvisée ou dans la musique africaine. Voilà, il y a plein de choses, quoi. Donc, Eddy Boubaker est avec nous pour parler d'un de ces groupes, Esh, qui jouera dimanche après-midi dans le cadre des Freddy Taquines qui se passent tous les premiers dimanches du mois au Taquin. Un double plateau avec également Tarzan et Tarzan pendant cet après-midi-là. Et avant de parler de Esh et de l'écouter en fin d'interview, Jean-Pierre Lérac, une première approche d'Eddy Boubaker, qui est quand même un personnage assez important sur la scène toulousaine au niveau des musiques improvisées et toutes les musiques qui sont rattachées à cette esthétique et à ce style. Nous allons dire une figure incontournable. Moi, on m'avait demandé de faire un portrait d'Eddy. Alors, oui, que vous connaissez, je pense, depuis un petit moment. Je connais depuis un petit moment. C'est pas une petite affaire parce que c'est comme il a quand même touché à beaucoup de choses. Donc, je vais être forcément très sélectif et puis après, je vais le regarder avec mon regard à moi. Déjà, je vais éliminer toute la partie PACA, qui c'est pas que ça m'intéresse pas, mais on va se consacrer à sa partie toulousaine. On va simplement rappeler que vous êtes originaire de Marseille, que vous avez donc joué pendant un petit moment de ce côté-là de l'Hexagone avant de venir à Toulouse. Je suis né à Marseille, j'ai grandi à Toulon en fait. Voilà, donc j'ai des anciennes activités musicales à Toulon, à Paris et à Toulouse beaucoup. Voilà, donc Jean-Pierre. Voilà, donc nous allons parler de la partie toulousaine. Avant de commencer ce portrait, je voulais juste te dire un truc, une petite anecdote quand même, c'est que on me confond souvent avec Eddy Boubaker. Oui, physiquement, ça arrive très souvent et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi et souvent on me dit vous êtes Eddy, non. Enfin, voilà, Eddy, c'est l'autre. Donc voilà, pour résumer, alors il fait partie d'une catégorie assez rare, c'est les musiciens agitateurs. Dans agitateur, je mets tout un tas de choses. Agitateur, c'est un mot qui me plaît bien. Il y a évidemment programmateur, parce qu'il a programmé beaucoup de choses, mais aussi tout un tas de choses qu'il a fait sur la région. Et alors, il a participé à des collectifs. Il a monté des collectifs, le collectif Sonophage. Il a participé, il a même monté un label. Il a participé à l'aventure IREA avec Michel Doneda, une association qui programmait la musique improvisée. Il a participé à Sonic Protest. Enfin voilà, je cite quelques trucs comme ça, quelques trucs qui étaient essentiels qu'il a fait vivre à Toulouse. Et il a également, dernièrement, inventé avec les musiciens de Host le festival La Poutre. Voilà, ça nous allons en parler ultérieurement. J'avais prévu d'en parler, mais je ne l'avais pas mis pour le moment. Je citais quelque chose. Comme il y a beaucoup de choses, évidemment, on va oublier certaines choses. Donc moi, je vais d'abord parler de la Maison Peinte, parce que c'est une activité, évidemment, Eddy Boubaker, son nom, et forcément, les deux sont liés. On parle d'Eddy Boubaker, Maison Peinte, et voilà.
maison peinte, c'était un truc qui est important parce que ça a marqué un petit peu sur la région, la musique improvisée et la maison peinte, il y a une grande histoire. Alors la maison peinte, bon, je vais juste résumer qu'est-ce que c'est. La maison peinte, déjà, c'est sa maison, la maison à la Barre-sur-Lèze. Et c'était une maison peinte. Vraiment, c'est une vraie maison peinte parce que quand on arrive, il y a un décor assez extraordinaire dedans. Quand c'est peint, il y a plein d'objets partout. Alors ça, on le doit à Zéavitz, sa femme qui est plasticienne. Donc c'est un décor assez fantastique. Ça, c'est pour le décor. Je dirais, j'ajouterais quand même que cette maison, elle est un petit peu entourée d'un no man's land industriel commercial maintenant, qui fait que ça fait vraiment la petite maison du bonheur au milieu. C'est assez marrant. Et enfin, voilà. Donc ça, c'est pour le cadre. Et donc, à cette maison peinte, il s'est passé, je sais pas, je crois que c'est au début des années 2000 par là, je crois 2003, 2004. Et donc, pendant de nombreuses années, il s'est passé énormément de choses, il y a eu beaucoup de concerts. Et des quantités de musiciens ont joué là, ont expérimenté des choses. Il y a eu on va pas citer tout ce qui s'est passé là-bas. En tout cas, c'est vrai que c'est devenu très vite un lieu absolument incontournable. Et c'était un repère. On parle de la maison peinte n'importe où en France, des gens qui aiment la musique improvisée, ils connaissent. C'est quelque chose qui a marqué les gens. Tout ça parce qu'il y a tous les musiciens de ces musiques-là qui ont joué, des musiciens français, mais des musiciens aussi, des musiciens étrangers. Donc voilà, une grosse activité et avec des concerts assez réguliers. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Série de concerts qui ont été arrêtés quand, Eddie Boubaker, il y a 3-4 ans. Oui, à peu près. C'est ça. La date exacte. La raison, donc on a fait 12 ans, pendant 12 ans, ça a duré 12 ans quand même. La raison de cet arrêt, c'est vous en aviez marre ou il y a eu des problèmes avec le voisinage? Non, on n'a jamais eu aucun problème avec le voisinage. La maison est assez isolée du reste. Non, c'est juste qu'on a fait 12 ans, des concerts, une fois par mois. Ça va, on a fait notre dose. On avait envie de passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est la particularité de ces soirées, c'était aussi parce que c'était un lieu de rencontre et aussi un lieu de convivialité. Ça, c'était important. Peut-être, je pense que les petits plats de Zéavitz étaient pour quelque chose. Ça faisait partie. Ça fait les gens venaient plutôt pour les petits plats. Non, on venait pour un ensemble. D'ailleurs, Eddie m'a de temps en temps reproché de ne pas venir assez souvent, mais ça, je lui ai déjà expliqué, c'est ma difficulté à aller en banlieue. Sinon, je serais venu plus souvent. Alors, c'est vrai que quand ils ont annoncé l'arrêt de la maison peinte, ça a été quand même une déception pour tout le monde. On s'est dit, mais en fait, pourquoi? En fait, il a ses raisons. Je pense qu'il a 12 ans quand même, il a bien donné. Enfin, voilà. Après, il a continué à organiser des concerts. Il ne s'est pas arrêté là. Il a organisé quelques concerts à Toulouse, notamment au Dada, au Caméléon, au Ring, voilà, et tout ça. Il a entre-temps aussi monté son label Un Revenu. Et puis après, il a continué dans cette carrière de programmateur, de monter le Festival La Poutre, on en a parlé, avec Carla Gaudret et toute la bande de Host. Ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, parce que c'est vrai qu'a priori, c'est pas, voilà, et ça, c'est vrai, c'est pas la même famille musicale, on va dire, c'est Carla Gaudret et Eddie Boubaker, on les classe pas dans les mêmes tiroirs. Et en tout cas, ça, pour moi, c'est important, parce que ça montre, il parlait tout à l'heure de qu'il aime toutes les musiques, et ça part vraiment de son ouverture. Et moi, le grand mérite d'Eddie, et ça, c'est quelque chose d'important, je veux dire, c'est qu'il ne s'est pas laissé enfermer dans des chapelles. Parce que souvent, dans les musiques improvisées, il y a eu ces histoires, il a fréquenté des gens qui étaient dans des chapelles, et il ne s'est pas laissé enfermer là-dedans, et je sais que je le vois écouter des musiques très différentes, et ça, c'est tout à son honneur. Voilà, je crois que ça, c'était important de le dire. On va parler un petit peu de musicien, parce que c'est aussi un musicien. C'est aussi un musicien, ouais. Je pense qu'il y a vraiment les deux parties dans ce truc, même si c'est toujours lié. Alors, il y a eu, moi, il y a deux périodes, la période sax et la période guitare et basse dans sa carrière. Il nous expliquera tout ça. Alors, la partie saxophone, c'était, je le vois, moi, comme vraiment une période sur la musique improvisée, parfois le free jazz, tout ça, c'est vraiment, c'était là-dedans. Lorsqu'il est passé à la basse, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une accélération, c'est devenu un peu plus musclé. Il a toujours gardé un pied dans la musique improvisée, mais on est allé plus sur le noise, voire le noise rock des fois, et ces projets sont souvent assez musclés, je dirais. On voit tout un tas de projets, on en parlera tout à l'heure. En plus, je vais laisser quand même lui l'honneur de parler de tout ça. Et donc, il a, à travers toute cette carrière, donc il a rencontré évidemment beaucoup de musiciens, il a joué avec plein de gens. Qu'est-ce que je citerai? Bon, je ne vais pas tous les citer. Zien, quand même, qui a un groupe avec Mathieu Verchowski et Fabien Duscom, qui est assez remarquable. Après, c'est vrai, ses débuts aussi à Toulouse, quand il a rencontré les gens de la Flibuste, avec Michel Donedal, Nick Wanine, tout ça, je pense que c'est quelque chose d'important, il nous le dira aussi. Et puis après, aussi, son aventure du fil, parce qu'il a monté ça avec Christine Wadaska, ce collectif d'improvisation où il y avait une trentaine de musiciens. Ça, c'est lui aussi, avec Christine Wadaska, qui ont dynamisé ça. Ça a tenu quelques années.
Voilà. Et donc ça, c'est pour moi, ça trace un petit peu la carrière de. Alors moi, ce qui m'intéresse justement dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est un peu un rassembleur aussi. Il a toujours su bien s'entourer. Il y a toujours eu des musiciens et des jeunes musiciens. Il joue encore avec plein de jeunes musiciens, et c'est aussi ça. Et c'est pour ça que il fait partie des musiciens que moi j'appelle des musiciens, des chefs de famille un petit peu, des musiciens repères. Ou des locomotives. Il y a des familles de musiciens, derrière il y a un chef de clan, même s'il ne revendique pas le nom de le numéro de chef. On peut citer Marc Desmoreaux, qui avait vraiment, il y a l'esthétique Marc Desmoreaux à Toulouse, dans un tout autre style, David Audrechy. Et là, il y a quand même aussi David, il fait partie de ces Eddie, il fait partie de ces musiciens qui sont un petit peu des repères. Voilà, des repères. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, Eddie est une figure, comme on dit, emblématique de la scène jazz et improvisé à Toulouse. Et c'est vrai que Eddie Boubacar, après ce portrait assez complet et très élogieux de votre parcours toulousain, on peut effectivement se poser la question de ce côté phare que vous pouvez avoir sur un certain nombre de musiciens à Toulouse, ce côté aussi rassembleur, ce côté chef de clan, même si effectivement vous revendiquez pas ce titre, on peut voir la composition du groupe qui va nous occuper ce soir, Esch. C'est vrai que c'est la crème des jeunes improvisateurs toulousains qui jouent avec vous dans ce groupe. Oui, je sais pas. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression de chercher à rassembler ou d'être un phare de quoi que ce soit. C'est que voilà, j'aime bien faire que des choses se passent et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, peut-être que... on va rappeler un peu vos compagnons de jeu dans ce groupe Esch, donc qui jouera, je le rappelle, dimanche après-midi au Taquin. Il y a Julien Gineste au saxophone et à l'orgue. Il y a Ernaud Lameur à la batterie. Erwan Lameur à la batterie, Andy Levesque au saxophone et Walkin Rodriguez à la trompette. Jeunes gens que l'on peut voir par ailleurs dans des tas d'autres projets. Comment est née cette idée de groupe et comment avez-vous réussi à les entraîner dans ce projet qui est entre l'esprit très libertaire des musiques improvisées et aussi, j'allais dire là, le rock noise, et on revient à des choses dont parlait Jean-Pierre dans ce portrait. Comment vous avez réussi à les intégrer dans cette formation et à les lancer? Je leur ai demandé, ils ont dit oui. Simplement. Non, en fait, ce groupe, à la base, c'était une émanation de l'orchestre Le Fil, dont a parlé un peu Jean-Pierre, qui était un grand orchestre d'improvisation avec que des improvisateurs. Basé plutôt sur la fac du Mirail. Oui, à la fac du Mirail. Donc, parce que c'était un endroit, Christine faisait des ateliers d'impro là-bas, et donc elle avait accès aux lieux. Il nous fallait des grandes salles, parce que au début, on était 30, après à la fin, on est arrivé à 15 vers la fin, mais bon, voilà. Mais voilà, donc c'était à la fac. Et au début, c'était un trio d'improvisation avec Erwan, justement, avec Charlène Moura, qui ne fait plus partie du groupe, qui est dans... Je ne me rappelle plus le nom de son groupe. Qui était dans Anticyclone. Voilà, qui était dans Anticyclone. Voilà, oui. Et moi, donc c'était un trio d'impro. Puis petit à petit, on s'est dit, si on faisait un peu autre chose que de l'impro, donc j'ai amené des compositions. Charlène et Walkin est venu. Walkin avec qui faisait partie aussi du Fil, avec qui je joue depuis longtemps. Charlène est parti, Andy est venu. Enfin voilà, il y a eu des mouvements comme ça. Et puis là, on se retrouve à 5. Ça s'est fait comme ça. On se connaît à Toulouse, on se fréquente, on boit des coups ensemble, on se croise dans des concerts, on discute. Et du coup, voilà, tiens, je montais un groupe... Et à partir de là, l'idée de musique peut germer. Oui, après, dans Esch, c'est moi qui amène plus ou moins des idées de base. Je dis que je ne suis pas vraiment un compositeur, donc j'amène des idées et on les travaille ensemble. Mais voilà, l'idée, c'était par rapport à tous les autres groupes qui sont quasiment que de l'impro libre. Impro Total, c'est mon groupe de compos, en gros. Ce qui est quand même aussi étonnant avec cette idée de musique improvisée et l'idée qu'on peut s'en faire quand on entend les mots musique improvisée, c'est qu'effectivement c'est quand même des compositions que Esch joue et que même si la musique semble complètement libre, elle est quand même diablement écrite. Oui, il y a beaucoup d'écriture dans Esch. Il y a beaucoup de liberté aussi.
Oui, mais c'est quoi? C'est la contrainte de l'écriture qui peut amener la liberté totale que l'on peut... Non, je pense qu'on n'a pas besoin de contraintes pour être libre, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. On peut être totalement libre en partant de zéro. C'est mon avis à moi. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de la contrainte pour aller dans la liberté. Je ne partage pas cet avis. Mais non, là, c'est vraiment un groupe. On j'amène un riff, une structure, etc. Je leur dis, voilà, ça serait bien si tu faisais ça, patati, patata. Et puis chacun amène sa sauce, quoi. C'est un groupe comme il y en a des millions. Ce qui est marrant, dans ce groupe, il y a au moins 2 autodidactes dedans. Il y a plus que 2 autodidactes. Si on enlève Andy et Julien qui sont plus alors, Julien est autodidacte aussi. Julien est autodacte. Après les deux autres, en tout cas, c'est sûr. Walkin, il est 100% autodidacte. Moi aussi, je suis autodidacte. Et Juan aussi, quoi. Voilà, il n'y a que Andy qui a un parcours un peu plus musicien. Après. Il a sa voix, Andy, donc qui est assez particulière aussi, quoi. Voilà. C'est vrai que dans le portrait que faisait Jean-Pierre tout à l'heure, il pouvait dire que vous connaissant, il voyait 2 périodes dans votre vie de musicien à Toulouse, la période saxophoniste et la période, j'allais dire, guitare électrique, clavier et basse. Bon, on dira simplement que vous avez arrêté le saxophone, qui était votre instrument lorsque vous êtes arrivé à Toulouse pour des pépins de santé. À un moment donné, c'était compliqué de souffler dans ce biniou, surtout que vous aviez des gros binious. Vous êtes passé effectivement à la guitare électrique et à la basse, qui finalement, la basse et la guitare sont vos instruments premiers, ce que vous avez joué lorsque vous étiez adolescent. Et c'est vrai qu'on a assisté à ce moment-là, quand on écoutait votre musique, à quelque chose d'effectivement plus rock, plus noise. C'est l'instrument qui catégorise après la musique. Enfin, c'est vrai que je me posais cette question. C'est parce qu'on a une guitare électrique qu'on balance plus d'électricité sur scène? Non, je crois pas. C'est juste moi qui avais envie de à ce moment-là, vous aviez... Ça tombait bien d'avoir une guitare, parce qu'on peut faire des trucs très noise avec un saxophone et des trucs très doux et minimalistes avec une guitare. C'est vraiment pas l'instrument qui... Non, au départ, quand j'ai vraiment eu cette transition entre le sax et... Donc, je jouais du synthé modulaire. Tu dis du clavier, mais il n'y a pas de clavier dans un synthé modulaire. C'est un synthé où il y a 100 claviers, en gros. Et à la basse, quand j'étais obligé d'arrêter le saxophone, je me suis dit, qu'est-ce que je vais jouer? Et bon, j'avais envie de... Voilà, j'ai pris les 2. On me disait, mais on a l'impression de t'entendre au saxophone, quoi. Voilà. Puis petit à petit, je suis un peu parti de cette esthétique-là qui était... parce qu'à la fin de mon jeu de saxophone, c'était, on avait plutôt l'impression d'entendre un synthé jouer qu'un saxophone. Voilà, je détournais l'instrument et je cherchais des techniques, des sons qui se rapprochaient plus du synthé. On n'entendait plus le saxophone, quoi, carrément. Sans effet, sans rien du tout, rien qu'avec l'instrument. Donc voilà, j'ai continué ça avec les autres instruments. Et puis petit à petit... mes envies de musique se sont développées pour que je m'éloigne un peu de cette façon de jouer. Et j'ai noté, vous concernant, une phrase que vous avez pu écrire. Alors, je ne sais plus si c'est dans un article, si c'est sur votre site internet. Enfin, bon, voilà. Donc, je vais lire cette phrase parce que je trouve qu'elle vous définit assez bien. Et vous dites dans ce texte, j'aime bien produire des sons étranges, des vibrations audibles et pas forcément agréables, ni d'en faire de la musique, mais parfois si quand même. J'aime aussi tracer des points sur du papier, filmer des choses qui bougent peu et faire d'étranges photos. C'est vrai que souvent ici, quand Jean-Pierre Lérac vient nous parler de musique, j'ai tendance à appeler ça du jazz bizarre, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de bizarrerie et d'étrangeté qui traverse un peu votre expérience artistique. Oui, ça c'est certain. Ouais. C'est quoi? C'est un besoin d'être en marge, de se décaler du mainstream, de trouver sa voix différemment, d'explorer des champs sonores qui jusqu'à présent ne sont pas utilisés? Je sais pas, oui, peut-être. En tout cas, disons que j'ai l'impression que si j'essayais de faire des choses un peu plus mainstream,
je m'ennuierais, je serais dans des choses que plein de gens font très bien. J'ai rien contre des musiques qui sont plus mainstream avec des gros guillemets, quoi, parce que il y a des gens qui font ça très très bien, beaucoup mieux que moi, et du coup, ce que j'ai envie, c'est d'essayer d'aller un peu plus au-delà des choses qui sont plus couramment, disons. Donc, j'aime bien détourner les choses, j'aime bien aller chercher des trucs pas évidents. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Gratter gratter là où ça fait un peu mal. Après, quand je dis des sons bizarres, même pas agréables, j'avais écrit ça, je me rappelle, c'est dans une période où j'étais un peu dans une recherche un peu cadgienne du son, quoi. Un son, c'est un son, on peut tout faire avec le son. John Cage disait ça exactement, je ne saurais plus la citation exacte, mais j'aime tous les sons. Le problème avec les sons, c'est la musique, enfin un truc dans le genre, quoi. Voilà, c'est utiliser tous les sons, même ceux qui sont a priori pas musicalement beaux, pour en faire quelque chose de vivant, de personnel, etc. Et de la même façon que vous expérimentez des sons étranges, vous jouez aussi dans des lieux qui sont, qui sont étranges. C'est pas que le taquin est étrange, mais c'est vrai qu'on vous a vu souvent plus jouer dans des squats culturels, dans des squats tout court. Vous étiez un habitué de Mixar, par exemple. Il y avait la Maison Peinte dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, dans des festivals. Oui, il a joué dans des grands festivals comme Alus, par exemple. Mais voilà, mais même si, souvent, mais oui, mais vous passerez contrat à la fin de l'émission. Mais même si Luz est un excellent festival, c'est quand même un festival étrange lui aussi. C'est vrai que ça aussi, c'est une façon de faire venir du public qui n'a pas l'habitude de venir écouter ces musiques. Oui, ce que j'aime bien, c'est aussi croiser, dans les choses que j'organise, pas en tant que musicien, parce que moi, en tant que musicien, je vais jouer là où on me propose de jouer, et je ne refuse a priori, sauf, cas extrême, aucun endroit. Aucun endroit, quoi. L'endroit... Mixar, j'aime bien Mixar parce que s'il se passe plein de choses, c'est des gens sympas. Martial, pourquoi pas? Je ne sais pas. Ils n'ont jamais proposé, mais pourquoi pas? Ils m'ont jamais proposé, je pense qu'ils ne me proposeront jamais, mais voilà. Oui, non, cette question. Mais par contre, en tant qu'organisateur, oui, j'aime beaucoup croiser pas faire un. Par exemple, quand j'organise un festival, c'est pas un festival de musique improvisée, même si j'ai participé à des festivals en tant qu'organisateur qui étaient plutôt musique improvisée, mais à chaque fois, il y avait quand même une envie de croiser, de pas rester dans un petit truc fermé entre soi, etc. C'est d'ouvrir, j'ai toujours eu envie dans une même soirée de mélanger des choses qui fassent se rencontrer, que les publics, se croiser les publics, etc. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, le seul conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est de se précipiter. Donc dimanche, surtout que les sorties de Esch sont assez rares. Ouais. Oui, c'est rare. Sur Toulouse, j'allais dire. Oui, c'est vrai que là, on a 2 concerts de prévus, donc ce dimanche-là au Taquin. On en aura bientôt un autre en début décembre au Champagne. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... On a joué cet été à la Cavaroc. C'est rare. Ça peut être plus... On a toujours envie de jouer plus, bien sûr, mais voilà. Et donc, profitez de cette occasion, donc au Taquin, de voir Esch qui a sorti un album il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans, dont on va écouter tout de suite un extrait. Donc... Non, pas tant que ça, l'album. 3 ans déjà. Je crois que c'est 2018. Non. En tout cas, c'est une belle affiche dimanche après-midi. Franchement, le Esch plus Tarzan et Tarzan, je crois que ça va être quand même une super après-midi. Voilà, et donc ça se passe au Mandala, dont on le rappelait dans le cadre de ces sessions Freddy Taquine organisées par la maison de production et le collectif de musiciens Freddy Moraison, qui une fois par mois, le premier dimanche du mois, investit le Taquin pour proposer sa programmation. Et donc Tarzan et Tarzan, et puis donc Esch dont on écoute tout de suite un morceau. Merci Edith Boubaker d'être passé dans cette émission ce soir.
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Gaël Cérès, bonjour. Bonjour. Je rappelle pour les auditeurs qui auraient raté l'émission que nous avons fait avec vous en juin dernier, vous êtes un des journalistes du média en ligne Médiacité, issu, j'allais dire, d'une explosion salariale dans le groupe Express. Vous aviez profité avec quelques camarades de la possibilité de partir avec une clause de conscience et quelques argents qui vous ont permis de monter ce média en ligne qui a la particularité de s'écrire autant à Lille, à Nantes, à Lyon qu'à Toulouse sans passer par la capitale. Média que l'on peut retrouver contre abonnement sur Internet. On en parlera juste à la fin de votre média, mais pour vous lire assez régulièrement, et ça va être peut-être l'objet de votre première chronique, on vous retrouvera désormais tous les 15 jours dans cette émission, on a l'air de croire que du côté des couloirs du Capitole, ça bombarde pas mal en ce moment. Alors avant de répondre, juste une petite précision, je ne fais pas partie des fondateurs de ce média. Moi, je suis arrivé après, donc je n'ai jamais travaillé pour l'Express. D'accord. Mais je collabore depuis 2017 à la création du journal. Et voilà, je suis journaliste depuis 2 ans, vraiment intégré à la rédaction. Et alors oui, ça bombarde un peu au Capitole, parce qu'au fur et à mesure de nos enquêtes, on a eu vent de faits troublants dans ce qu'on appelle le cabinet du maire, qui est l'équipe des collaborateurs resserrés autour de Jean-Luc Moudinque. C'est une équipe qu'on retrouve dans toutes les mairies, communes, départements, etc., toutes les structures. On nous a parlé de pression démesurée, d'épuisement, de démission en série. Et ces échos alarmants nous ont paru un peu trop répétitifs pour qu'on les laisse de côté. Du coup, on a enquêté depuis mars, pendant 6 longs mois. On a recueilli de nombreux témoignages, une vingtaine. On a recoupé des faits, réuni des documents, et on a été vraiment, faut l'avouer, de surprise en surprise face à l'étendue des problèmes qu'on a découverts. Le premier constat, c'est que le cabinet du maire subit un turnover incroyable des collaborateurs. D'après notre décompte, il y a environ 25 personnes, enfin pas environ, 25 personnes ont quitté le cabinet depuis 2014, entre 2014 et aujourd'hui, 18 lors du premier mandat et 7 depuis juin 2020, donc 7 en un peu plus d'1 an. Pour une structure qui emploie un peu moins de 20 personnes, ça fait quand même beaucoup. On a interrogé d'ailleurs un ex-cadre de cette structure pour savoir ce qu'il fallait en penser. Je vais l'appeler Michel pour préserver son anonymat, comme l'ensemble des sources qu'on a citées dans notre article. Et lui nous a répondu, mais dans ce milieu, effectivement, ça bouge beaucoup, mais bon, là, quand même, on dépasse les proportions normales. Un autre collaborateur, ex-collaborateur, qu'on appellera cette fois Wilson, nous a confirmé cette impression. Lui nous a dit carrément, je savais qu'en arrivant, que les gens ne restaient pas plus de 2 ans dans le cabinet du maire de Toulouse, alors qu'ils peuvent se maintenir une dizaine d'années en poste dans d'autres collectivités, et il y a trop souvent d'offres qui tournent sur le cabinet de Toulouse pour que ça soit complètement anodin. Donc, petit signal d'alerte. Alors, on a interrogé Arnaud Mounier, le directeur du cabinet de Jean-Luc Moudinque, qui est en poste depuis 2015. Il nous a dit vos statistiques sont erronées, celles qui émanent de la direction des ressources humaines sont tout à fait dans la norme pour le cabinet d'une très grande ville de métropole. Bon, pas de problème. Jean-Luc Moudinque, le maire, les Républicains est sur la même longueur d'onde. Il nous a dit mon expérience d'ancien directeur de cabinet, donc je précise qu'il a été DIRCAP de Philippe Douste-Blazy à Lourdes de 89 à 90, donc 1 an d'expérience, corroboré à mes échanges avec mes homologues des très grandes villes, me permet également de confirmer que le niveau de turnover est semblable à celui des autres cabinets de très grandes villes. Et il ajoute, travailler au sein du cabinet de Toulouse et sa métropole n'est pas un simple travail comme un autre, on y connaît une pression considérable et l'exigence de l'urgence permanente. En gros, c'est normal, quoi. Oui, et puis on se rappellera que Jean-Luc Moudinque a déclaré il y a peu, c'était d'ailleurs dans un de vos articles, que la pression était énorme et qu'il travaillait jusqu'à 80-90 heures par semaine. Le pauvre, heureusement, a-t-il rajouté, je n'ai pas besoin de dormir beaucoup pour pouvoir passer ma journée. Il a beaucoup de chance. Alors, la mairie nous a répondu quand même un tout petit peu à nos questions. On leur a posé plein de questions et ils nous ont dit que 9 des 19 collaborateurs de cabinet avaient quitté leur poste pendant
avaient occupé leur poste pendant au moins 5 ans au cours du mandat précédent et que 10 collaborateurs avaient occupé leur poste pour une durée moindre. Bon, c'est un peu flou, on a nous-mêmes dû relire 2 ou 3 fois la phrase pour la comprendre et en reposant des questions pour savoir effectivement combien de collaborateurs étaient partis pendant la période, on a eu la réponse suivante: vous nous posez trop de questions, on ne peut pas perdre notre temps à vous répondre alors qu'on a les autres médias qui sonnent à notre porte aussi. Bon, donc on n'en sait pas plus. Nous, on maintient notre comptage. D'ailleurs, on l'a confirmé auprès de 3 autres membres du cabinet, des anciens membres, séparément, qui nous ont tous dit oui, tous ces gens-là que vous nous citez sont partis. Donc 25 personnes sur le cabinet depuis 2014. N'empêche que la question est la seule qui vaille reste. Qu'est-ce qui se passe au Capitole pour qu'il y ait ces départs? On rappellera aussi qu'il s'était passé comme ça plein de départs dans les centres culturels toulousains avec des turnovers assez monstres. Information qui était sortie en mai-juin dernier. Je vois que vous êtes un fervent lecteur. Oui. Vous avez bien révisé. Et effectivement, alors c'est la question qu'on a posée à la vingtaine de personnes qu'on a interrogées. Petite parenthèse, c'est quand même assez rare que des personnes de ce genre se confient à un journaliste d'investigation. C'est plutôt des personnes loyales, des profils très politiques, qui préparent les élections sur leur temps libre, qui ont une fidélité à l'élu pour lequel ils travaillent. Mais il y en a quand même 20 qui nous ont parlé, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, tous, à 2 exceptions près, convergent. Et alors, certains nous disent, ils nous font remarquer que les contrats de collaborateurs sont très précaires. On peut y mettre fin très rapidement, donc ça explique la volatilité. Mais l'explication ce qui explique que les gens partent, sont les conditions de travail oppressantes. Un homme concentre les critiques, donc Arnaud Mounier, que j'ai déjà cité, l'actuel directeur de cabinet. C'est l'homme de confiance de Jean-Luc Moudin, qu'il l'a rencontré en 2010, 2 ans après la défaite un peu surprenante de Jean-Luc Moudin contre Pierre Cohen en 2008. Il est devenu son collaborateur municipal, puis son collaborateur parlementaire quand Moudin a été élu député. Et en 2014, il a été nommé conseiller municipal du maire à 29 ans, c'est pas mal. Puis l'année suivante, 2015, directeur de cabinet. C'est à cette date en fait que vraiment tout change. Déjà avant, il y a quelques signaux, mais vraiment au moment où cet homme arrive aux manettes, ça devient un peu compliqué. D'ailleurs, nos confrères de France 3 Occitanie titraient L'homme frontal sur un portrait qu'il lui consacrait. Donc cet homme frontal, il ne ménage pas ses collaborateurs au point d'imposer un climat de terreur. C'est le mot qui est revenu plusieurs fois dans la bouche de nos témoins, qui nous décrivent et qui dénoncent un autoritarisme, des colères sans raison, des envois de messages tôt le matin, vers 6h, tard le soir, vers 3h, des mises sous pression injustifiées, des dérives contradictoires, une charge de travail excessive, un flicage généralisé. Il y a une personne qu'on va appeler Jules qui a travaillé au cabinet, qui nous a dit il y avait tellement de tensions au cabinet que les gens pétaient des plombs, il y avait une forme de maltraitance, cela allait au-delà de ce qui est acceptable dans un cabinet. Pour témoigner de ce climat de terreur, la plupart, donc vous l'avez compris, ne veulent pas parler en leur vrai nom. Il y en a un qui nous a dit, le maire par écrit, en utilisant une proton mail de façon sécurisée avec un mot de passe pour valider chaque mail, enfin on serait cru dans un roman d'espionnage, il m'a dit le maire et le cabinet sont puissants, ils ont des contacts partout, dans tous les secteurs, peut-être même qu'ils vous ont demandé de me contacter, je ne suis pas paranoïaque, je suis prudent. Un autre nous a dit aussi, quand votre article sortira, le directeur de cabinet va le décortiquer pour tout analyser et la chasse aux sorcières commencera, si on découvre qui je suis, on cherchera à me détruire. C'est comme imaginez le degré de violence. Moi, j'invente pas les mots, hein, c'est eux qui me disent ça vraiment. Mais il poursuit, la même personne. J'ai vu trop de collègues pleurer. Si je parle, ce n'est ni par vengeance ni pour faire du mal. Je veux juste que cela s'arrête pour empêcher l'humiliation de trop et un drame. Que se passera-t-il quand on trouvera quelqu'un pendu à une porte? On sera tous responsables. Et effectivement, le degré de violence. Bon, honnêtement. Quand on reçoit ça, moi j'ai vraiment été très très surpris. Je m'attendais à trouver des choses un peu sales, mais à ce moment-là quand même c'est. Alors bon, ça c'est le problème avec ces sujets, c'est que c'est très difficile tout ça de prouver évidemment. C'est beaucoup de témoignages, c'est pour ça qu'on en a collecté une vingtaine pour consolider les faits. Il y a 3 personnes qui témoignent à visage découvert. Je renvoie les auditeurs vers l'article parce que la chronique serait vraiment trop longue.
Et il raconte ce qui leur arrivait en long et en large. Je voudrais juste quand même revenir sur un cas, celui d'une jeune femme qu'on va appeler Victorine, pas son vrai nom évidemment, qui est la seule collaboratrice qui a eu le courage de dénoncer la situation en interne. Donc le 5 mars 2021, donc très récemment, elle a signalé par écrit aux ressources humaines des faits qu'elle estimait relevant du harcèlement moral à son encontre de la part de son patron, donc Arnaud Mounier. Donc c'est des accusations quand même très graves. D'après le code pénal, le harcèlement moral est punissable de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc on est quand même dans du lourd. Et tout ça, c'est quand même écrit, quoi. Donc elle a pris son courage à 2 mains. À l'une de ses proches, elle a envoyé un courriel pour décrire la situation, on a pu le consulter. Elle décrit un chef soufflant constamment le chaud et le froid, alternant remontrance sur le ton d'un père de famille grondant une enfant. On parle d'adulte à adulte, relation de travail normalement. Puis qui enchaîne avec des excuses, des félicitations par texto ou sur Telegram, qui est une chaîne de communication cryptée. Elle raconte des journées sans fin qui commencent à 8h et qui se terminent à minuit, sans pour autant venir à bout de missions irréalisables. Et elle confie son épuisement physique et moral qui se traduisent par des malaises dans le couloir du Capitole et un affaiblissement généralisé du corps. Donc elle en a vraiment bavé, la pauvre. Face à ça, l'administration a lancé la machine pour faire une enquête et a demandé à interroger 2 personnes, Arnaud Mounier et Sabine Villeneuve, la directrice adjointe, c'est-à-dire les 2 personnes que Victorine mettait en cause. Donc c'est bien, on est dans le contradictoire pur, mais ça paraît un peu insuffisant à première vue. D'ailleurs, même les enquêteurs administratifs le reconnaissent. Et ils disent, dans un document qu'on a pu consulter, n'ayant pas recueilli les témoignages des autres collaborateurs de cabinet, il est difficile de dresser un constat définitif sur la situation décrite par Victorine. Néanmoins, ils concluent même que les accusations paraissent toutefois peu fondées. Tout en reconnaissant quand même la réelle souffrance et la sincérité du ressenti de l'ancienne collaboratrice qui a quitté, heureusement pour elle, Toulouse. Donc voilà, donc c'est quand même un peu étonnant. Nous, on a interrogé évidemment Monsieur Mounier à ce sujet, qui nous a laconiquement répondu « Un directeur de cabinet et son style de management ne sont pas responsables de la psychologie propre à chaque collaborateur. » Donc il renvoie un peu sèchement à la responsabilité individuelle de ses équipes. Voilà, je vous passe les détails, mais selon lui, elle a mal vécu le confinement, elle était trop sensible, elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle méritait, blablabla. On a aussi demandé au maire de Toulouse s'il était au courant. Il nous a dit qu'il n'avait jamais eu connaissance de cas de souffrance tels qu'on les décrit. Donc là, vous avez juste une petite série. Moi, j'en ai plein d'autres et sur l'article, il y en a plein d'autres. Il enchaîne, M. Jean-Luc Moudin, en disant « On trouve toujours des personnes, surtout dans les temps actuels, tant dans le secteur public que dans l'entreprise privée, qui vivent comme du harcèlement l'exigence de donner au plus vite les éléments nécessaires à la réponse à une sollicitation pressante de citoyens ou de l'exécutif de la collectivité. » Et il conclut « Mon directeur de cabinet, Arnaud Mounier, a toute ma confiance, sans réserve aucune, et l'entreprise de dénigrement formée par ces basses accusations est pour moi l'occasion de la réaffirmer plus fortement encore. » Bon. On a sorti l'enquête le jour du conseil municipal. Il y avait son DIRCAB et sa DIRCAB adjointe derrière lui, sauf chose qui est rare. Le DIRCAB, c'est logique qu'il soit là, mais là, les 2 étaient vraiment là. Donc, il les soutient pleinement et en conscience. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui disaient « Mais on vous dit ça pour que la parole se libère, pour que ça change, et on espère que les souffrances vont s'arrêter, que M. Moudin va nous écouter pour une fois, parce que là, je ne le raconte pas, mais ça viendra peut-être dans d'autres papiers, mais il a été évidemment alerté par plein de gens, par des élus, par des collaborateurs qui sont venus se plaindre, etc. Il n'y a rien qu'à bouger. Le CHSCT n'existe pas là, mais alors c'est une question qui reste encore en suspens, que je n'ai pas eu le temps de creuser, mais effectivement, on peut poser la question. Mais en tout cas, pour tous les gens qui pensaient que ça allait changer, c'est raté. Pour l'instant, c'est silence, on s'en fiche, on est droit, et pour l'instant, il n'y a pas de problème, en fait. Pas de plainte, pas de problème. Très bien, donc affaire à suivre. Juste avant de terminer cette chronique, deux mots sur de Médiacité. Effectivement, un site que je regarde de temps en temps, et j'ai vu passer un appel pour que les gens s'abonnent pour pérenniser la vie économique de ce journal. Où en êtes-vous de cet appel à la mobilisation générale
Capital. Alors, on l'a lancé effectivement en septembre de cette année, là, récemment, parce que la courbe d'abonnement c'était un peu tassée. Là, on a dépassé les 1100 sur notre objectif de fin d'année qui est d'atteindre les 2000 nouveaux abonnés. Au final, au total, on est parti de 4500 abonnés, on vise les 6000, et pour arriver à l'équilibre sur l'ensemble de notre réseau, il faut 8000 abonnés. Donc même si on va réussir cette première marche, mais il y aura une deuxième marche derrière, et ça nous permettra d'être totalement indépendants. Pour l'instant, on finance les enquêtes et nos salaires par une part des abonnements quand même, c'est une grosse part de rentrée financière, et par des gens qui investissent, des hommes, des femmes qui partagent nos valeurs et qui prennent une participation minimale, dans le capital. Minoritaire, voilà, dans le capital. On a fait 3 levées de fonds et sans doute qu'on en fera une 4e, mais on en est encore un peu loin. Très bien, et on rappellera que c'est aussi l'assurance d'avoir une information contradictoire. Et c'est 6 € par mois, ce qui est vraiment pas très cher pour du bon journalisme local. Voilà, donc Gaël Cérès qui régulièrement viendra chroniquer dans cette émission à peu près une fois tous les 15 jours. Merci Avec beaucoup plaisir. d'être venu ce soir. Merci à vous. Nous rejoindre, un peu de musique, et on retrouve notre bon professeur Thibaut dans la suite. Voilà, on vient d'écouter Fibre, jeune groupe toulousain qui ce soir jouera à partir de 20h30 au café adjacent sur les allées Jules Guesde. Professeur Thibaut, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Comment allez-vous ? Oh, ben ça va bien. Moi, je l'aime bien, Moudinque, en fait. Ah ouais. Vous savez qu'il n'y a pas je parle du principe, en fait, qu'il n'y a pas de bon film sans qu'il y ait un bon méchant. Ouais. Je trouve que c'est un bon méchant. Ah ben ouais. Donc forcément, ça fait un bon film. C'est bizarre de dire ça, c'est paradoxal. Mais il y a des bons films qu'on ne supporte pas. Mais bien sûr. Et donc je ne supporte pas ce film. Je supporte pas ce film. Mais si vous n'aviez pas de vrai méchant, qu'est-ce que vous feriez ? Ah ben oui, ça serait triste. Exactement. On parlerait des petites fleurs qui poussent comme ça. Comme écrire des chansons quand on est heureux. On ne peut écrire des chansons que quand on est triste. Allez. Ouais, non, pas nécessairement. Bon, allez, on y va ? On est parti. Allez, c'est parti parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ah, en plus. Il faut que je file. C'est vendredi. Oui. Et qui dit comme tous les vendredis, tous les caramels, c'est vendredi. C'est vendredi, et qui dit vendredi dit Zizi. Voilà. Alors, donc, du coup, Zizi, je vais vous faire 2 films de Zizi. Ah, formidable. On est parti ? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu du porno ici. Ouais, il y en a un qui est pas trop porno. L'autre, ouais. Alors, on y va ? On est parti. Mais vous allez voir, c'est absolument formidable parce que ça chante et ça danse aussi. Et ça, vous aimez ça, je sais, quand ça chante et ça danse. Alors, on y va pour Cinderella 2000. Cendrillon 2000, hein, voilà, in French, on pourrait traduire ça comme ça, un film de 1977 d'Al Adamson, qui est peut-être un des pires réalisateurs de l'histoire du cinéma. C'est pas Ed Wood, comme Ed Wood Jr., comme on dit d'habitude, mais quelque part aussi, mais j'aime bien Al Adamson. Voilà. Alors, Al Adamson a commis des choses absolument formidables, comme Dracula contre Frankenstein. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle La Horde des femmes.
Alors vous voyez, là on s'est wanné évidemment. Black Samurai ou encore Docteur Dracula. Ah, ça fait peur ça, hein. C'est voilà. Et alors voilà. Alors ce brave Alan Adamson en 77, il se dit tiens, qu'est-ce qui pourrait marcher. Et il y a toujours un truc qui a existé dans le cinéma érotique ou pornographique, c'est le recyclage des contes de fées, des icônes, des choses comme ça. Il y avait des pornos dans les années 10, 15 en France sur par exemple les Trois Mousquetaires. Bon, je vous fais pas un tableau, hein. Voilà. Il suffit, voilà, faites galoper votre imagination, petit cabri. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Cinderella 2000 Eh ben, c'est tout simplement Cendrillon, mais qui se passe en 2047, plus exactement. Et alors, il se passe un truc terrible en 2047, c'est que le sexe est interdit. Et alors, que fait Big Brother ? Parce que bien sûr, on est dans une société totalitaire. Eh bien, Big Brother, il utilise des robots pour surveiller tout le monde. Heureusement, Cendrillon est là. Et voilà. Et alors Cendrillon va, comment vous dire, un petit peu éveiller les consciences. Hein, voilà. Il y a toujours le prince qui est là, mais qui s'appelle Tom Prince. Voilà. Il a un petit, il a un petit prénom maintenant. Que pourrais-je vous dire là-dessus ? Ben écoutez, c'est des gens en pyjama qui se baladent dans des décors un petit peu moches. Alors il y a un robot qui est super, qui a un pyjama lui qui est un peu pailleté, voyez-vous. Donc avec un casque de moto, alors c'est censé donc figurer le robot, et donc ce brave robot essaye de faire rentrer tout le monde dans le rang, mais voyez-vous, ça ne marche pas beaucoup au pays de Cinderella 2000. Donc film que je conseille fortement parce que c'est aussi une comédie musicale. Il y a les morceaux musicaux et plutôt bien balancé, très bizarrement, parce que la production est complètement fauchée, mais la bande-son, en fait, est vachement bien. Bon, la bonne nouvelle, quand même, de ce film, c'est qu'apparemment, en 2047, on a réglé la crise climatique. Oui, mais pas la crise du sexe. Il y a toujours une crise. Mais c'est ça qui est bien, en fait. Moi, c'est ce que je trouve toujours formidable. C'est qu'on règle une crise et après, il y en a une autre. Alors, presque, je vais croire qu'on invente les crises pour pouvoir les régler. Non, mais parce que si on ne pouvait plus rien régler. Vous voyez, c'est le poisson qui se mord la queue. Hein, voilà. Deuxième. Non, pas deuxième. Voilà, très, très rapidement, l'actrice donc qui joue donc Cendrillon, qui se fait appeler d'ailleurs Cindy dans le film. C'est absolument formidable. C'est moi j'aime bien cette actrice Catherine Burgess. Il faudra que je vous reparle. Elle avait joué dans un film un an avant qui s'appelait Femme ou démon et qui est qui est une version. Alors là par contre on est dans le porno pur et dur et qui est une version très sombre de Alice au pays des merveilles. Ce qui va pouvoir me permettre de rebondir au second film, dont le titre est absolument formidable, qui s'appelle Alice in Wonderland, un musical porno. Wow. Et alors là, les enfants au mitard, hein, et puis alors là, en avant la soirée coco, hein, je vous dis pas. Donc, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus ? Que là, au niveau production, c'est un petit peu plus cossu. C'est un film qui date d'un an avant. Il y a une grosse période là, au milieu des années 70 là sur les contes de fées, comme j'ai dit, les icônes et tout, les aventures érotiques de Zorro. Il faudra que je le fasse celui-là aussi. Enfin bon, bref, Alice in Wonderland, donc musical porno, un film de Bud Townsend. Alors, écoutez, vous allez redécouvrir une nouvelle version d'Alice au pays des merveilles. Un lapin blanc un petit peu différent. Un lapin, hein, un lapin entre guillemets, voilà. Et bien sûr, le chapelier fou. Il est toujours en retard, le lapin ? Non, là, il est à l'heure. Là, croyez-moi, il est à l'heure, il est très, très actif. Donc, le chapelier fou, bien évidemment, la reine de cœur et tout, etc. Et c'est avec aussi une formidable actrice qui s'appelle Christine Bell, qui était mannequin, et qui a commencé par faire quelques petits trucs érotiques chez Playboy et tout, etc. Elle avait ses entrées et tout. Et elle a fait ce film-là. Et alors, moi, j'aime beaucoup parce que là aussi, ça chante et ça danse. C'est une vraie comédie musicale. Là, il y a beaucoup de costumes parce que c'est Alice au pays des merveilles. Donc, bien évidemment, il faut un peu d'argent. C'est absolument délicieux. C'est ces films porno en fait du milieu des années 70 où c'est du sexe joyeux, excessivement décomplexé, etc. Il y a rien de bien trash là-dedans. Hein. Bon, c'est du sexe. Voilà. Moi, je trouve pas ça trash, mais bon, peut-être que d'autres personnes, oui. Mais moi, en tout cas, non. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Une petite anecdote pour finir. Oh, oui. C'est qu'ils avaient l'intention. Le film avait tellement bien marché qu'ils avaient l'intention en fait de faire une version de Wizard of Oz.
avec plein de Z comme ça. Voilà, une version donc pornographique et qui ne s'est jamais fait. Enfin, le film a été tourné, mais bizarrement n'est jamais sorti. Voilà, je ne sais pas pour quelle vidéo. Même rien du tout, même pas en salle ni rien. Et Christine Bell, vous l'avez certainement vue. Ma mère, d'ailleurs, la revoit de temps en temps. Et moi, je l'ai vue aussi dans les années un peu 80, dans un soap qui était extrêmement connu, qui s'appelait Les Feux de l'amour. Bon, non. Comme quoi? Voilà, ouais. Il est toujours question d'amour et de feu. Ouais, et ça, bien. C'est formidable. Et c'est là-dessus que se terminera la chronique de notre bon professeur Thibault, qui revient en 56e semaine, la semaine prochaine. Merci, bon vent et dépêchez-vous, vous avez rendez-vous. Allez, musique et on passe à la suite. Il n'y a pas le temps. D'écouter Shannon White qui joue ce soir au Métronome, un plateau exclusivement féminin. Shannon White qui chanteuse de rock mais aussi de folk, qui vient régulièrement à Toulouse et qui a été un peu l'égérie de ce rock féminin qu'on a vu apparaître fin des années 90, début des années 2000. Et également avec elle sur la scène du Métronome ce soir, la jeune chanteuse toulousaine Eka, qui est dépositaire d'un EP absolument magnifique sorti il y a déjà un an, qui était venu nous en parler l'année dernière sur ces ondes. Donc Eka et Shannon White ce soir au Métronome à partir de 20h30, et vous l'aurez donc compris, nous entamons notre séquence concert du soir. Et comme d'habitude, depuis septembre, des concerts, il y en a plein, liste non exhaustive, et il y en a quand même une petite douzaine. Ce soir donc, au Café Adjacent, on en écoutait un peu quelques extraits tout à l'heure. On peut retrouver le quartet Fibre, jeune quartet toulousaine, donc au Café Adjacent aux allées Jules Guesde. Ce soir au Taquin, le groupe Disco Funk à paillettes Flakes fête la sortie de son premier EP, début du concert à 21h, et un bonheur ne venant jamais seul.
Bruegel. Il y aura également ce soir pour cette fête de sortie d'album la chanteuse, vocaliste, bidouilleuse de son et musicienne Frédérica, on est quelques-uns à adorer autour de cette table. Donc ce soir au taquin à partir de 21h. Ce soir toujours au Beers House, cette fois à 2 pas du port Saint-Étienne. On pourra retrouver Barry, le quartet toulousain associant Mélanie Busso à la flûte, Pierre Deiro à la batterie, Juan Kowalski à la basse et Bastien Andrieux au clavier. Alors ça, c'est l'ovni de la soirée, une association qui sur le papier paraît étonnante. On ira écouter ça à partir de 21h au Beers House. Au Bruegel, Chocolate Remix, un projet porté par la rappeuse, productrice et DJ argentine Regina Bernardo à 21h, Romina Bernardo à 21h30. Donc ça, c'est au Bruegel. On en écoutera un petit extrait en fin de chronique. Ce soir au Bijou à 21h30, il y a de la chanson avec Zaza Fournier, cette fois en piano-voix. À la Cavaroc, 3 boulevards des Minimes, à 2 pas de la gare Matabio, un double plateau avec Bipolar, plutôt groupe à tendance noise rock, suivi de Padang. Ça, c'est plutôt garage noise à partir de 20h30. Ça risque en tout cas de pulser du côté de la Cavaroc. Autre ambiance à la Candela avec le quartet tango Volta, quartet violon, accordéon, piano, contrebasse pour une célébration du tango nuevo. Début du concert à 20h30. Et donc, j'en disais 2 mots tout à l'heure, au Bruegel, ce soir, on retrouvera Romina Bernardo à 21h30 avec ce projet Chocolate Remix, actuellement en tournée européenne. Un album vient de sortir et on va écouter tout de suite quelques mesures de la musique que peut produire cette DJ argentine. Juste avant, un dernier concert que j'avais complètement oublié de citer. Jean-Pierre Lérac est là pour nous en parler. Un pavé dans le jazz. Ça continue jeudi prochain. Jeudi prochain avec la venue de Nina Garcia. C'est un petit événement parce que c'est une guitariste vraiment à découvrir, vraiment un petit bijou. Voilà, elle jouera avec Anna Bertel, une tromboniste allemande. Et en première partie, Amelia Tabey, que nous avions reçu ici, un sax assez étonnant, qui est en ce moment sur Toulouse. Mais rien que pour voir Nina Garcia une fois dans sa vie, quand même. Magnifique guitariste, jeune guitariste, vraiment. Ça se passe le 11 novembre au Taquin, toujours. Eh bien, formidable. Johan Dumas a un solo ? Johan Dumas, Amelia Tabey, c'est Johan Dumas, c'est un solo de sax. C'est un solo, eh bien, très bien. Donc, un pavé dans le jazz, la prochaine fois, c'est pas au Théâtre du Pavé, mais c'est au Taquin, ça se passe jeudi prochain. Allez, pour se quitter, on écoute tout de suite un extrait donc, de ce Chocolate Mix et Remix. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejó por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Hasta abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejo por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos.
Voilà, et je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on commençait à parler des concerts du soir, des concerts, il y en a plein. Il y en a même un autre que Gaël Cérez va vous conseiller tout de suite. Et oui, ça s'appelle, c'est le groupe Paranda de la Cruz, qui est un groupe vénézuélien qui passe à la salle Nougaro ce soir. Des rythmes afro-vénézuéliens. Il paraît que c'est très très bien, une voix divine de la chanteuse. Et dans le cadre d'un festival qui s'appelle Locombia, qui joue aussi demain au Métronome. Voilà, donc encore ce soir une autre proposition à la salle Nougaro. Et puis pour les gens qui ont envie d'écouter un peu la radio pendant le week-end, je vous rappelle que l'opération radio libre se termine ce week-end avec des diffusions de petites pastilles le samedi, c'est-à-dire demain à 9h et à 11h, et dimanche à 9h et à 11h. Et là, il sera question d'écouter François Briançon, ancien conseiller municipal de Pierre Cohen, qui est également un des fondateurs de Radio Campus, et qui, lors de cette petite pastille, racontera les débuts de la radio dans les années 1982-1983. Et puis également, on pourra écouter la voix de Bruno Mallet, qui fut un temps le manager de KDD, tout en étant le responsable Sony Toulouse, ici dans la Ville Rose. Donc ça, c'est demain et dimanche, l'opération ORL qui se fait à l'occasion des 40 ans des radios libres. Le décret étant passé en 1981, il y a déjà quelques années. Voilà, c'est là-dessus que Caramel Mousse se termine. Je vous rappelle que toutes nos émissions seront réécoutables sur le net, sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. Vous tapez Caramel Mou Campus FM et vous tombez immanquablement dessus. Vous rappelez également qu'on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Sepseb, un slammer toulousain qui viendra nous parler de son dernier album, Zèbre. Et puis on sera également en compagnie d'Hervé Bordier qui s'apprête à quitter son poste de directeur artistique et à la direction des musiques de la mairie de Toulouse, et également directeur du Métronome. On reparlera de tout ça avec lui la semaine prochaine. Salut les filles. Caramel.